Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne de Vieux Geek, de laquelle dont je suis l'ami. Et je vais donc aujourd'hui vous présenter le magnifique jeu de Château Falkenstein. Alors déjà, pourquoi Château Falkenstein? Château Falkenstein, c'est en fait un château que Ludwig II de Bavière voulait construire après le Neuschwanstein, un château très beau en Bavière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le visiter. Et en fait, ce jeu commence dans justement ce château. Donc, je vais déjà vous présenter un peu le monde. Nous sommes au XXe siècle, dans un univers parallèle où la magie existe. Donc, en gros, c'est assez au niveau historique et au niveau de l'environnement, de l'ambiance, c'est assez similaire à notre société, au XXe siècle. Sauf que l'intervention de la magie change pas mal de facteurs. Alors déjà, tous les personnages qui sont fictionnels dans notre monde existent vraiment dans ce monde-là. Donc on a aussi bien Sherlock Holmes que Mr. Jekyll et Dr. Hyde, ce qui est assez sympa. On a donc ce château de Falkenstein qui existe puisqu'il a été construit. Ludwig II n'est pas mort aussitôt que dans notre monde. Et il existe. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que déjà, c'est une histoire. Enfin, il est divisé en deux parties. Donc une partie où on nous raconte, où on nous décrit le monde, qui est très très longue puisqu'elle est faite sous forme de récit. Et la partie où on explique comment jouer. Donc la partie, je vais vous montrer en gros la répartition des deux parties. Voilà. Donc là on a la partie jeu et là c'est la moitié description du jeu lui-même. Donc vous remarquerez que le récit est en couleur, d'ailleurs avec des illustrations très jolies. Enfin ça vaut vraiment le coup. Ce livre vaut le coup rien que pour les illustrations. Je les aime beaucoup quoi. Vous pouvez regarder un peu. Hop. Donc dans la première partie, on suit un créateur de jeux vidéo de notre monde qui était allé en petit touriste visiter ce magnifique château du Neuschwanstein. Et en fait, eh bien, il est invoqué dans un univers parallèle par des elfes qui sont en pleine guerre avec l'aide de Ludwig de Bavière contre l'ennemi, l'adversaire, qui sont les elfes noirs, en gros, qui veulent détruire le monde, simplement. Pourquoi veut-il détruire le monde? Eh bien simplement, il trouve que notre monde est trop désordonné et ça les énerve. C'est pas non plus des motivations très fortes, mais voilà, ça suffit des fois. Et en fait, parce que les elfes, donc quand je dis les elfes, c'est les fées dans ce monde, et les fées, ça inclut toute créature magique. Donc il y a les deux côtés, il y a les bonnes fées et les mauvaises fées. Les fées sont libres de prendre la forme qu'elles veulent. Donc, ça veut pas dire qu'elles changent de forme, c'est-à-dire que quand elles arrivent dans notre monde, elles choisissent une forme, elles la gardent après tout le temps. Donc, en gros, toutes les créatures qu'on a dans notre littérature populaire existent. Donc, les créatures qu'on attribue plutôt à des choses méchantes, en général, sont du côté de l'adversaire, et celles qu'on attribue plutôt à côté bon sont du côté des fées, des bonnes fées. Donc, sinon, qu'est-ce que la magie implique par rapport à notre monde? C'est-à-dire qu'il y a une chose très intéressante, c'est que toutes les inventions qui, dans notre monde, n'auraient jamais fonctionné, fonctionnent. Et oui, regardez par exemple ces magnifiques créations steampunk, roulent tout à fait. En fait, donc il y a certaines fées qui ont décidé de laisser une partie de leur pouvoir en échange de la possibilité de toucher du métal, surtout le fer, car les fées, comme dans la croyance populaire, ils ont pris cette idée, ne sont pas capables de toucher du fer. Donc ces fées, eh bien, c'est des nains en fait, tout simplement, et elles ont inventé un paquet d'inventions complètement incroyables. Si vous avez lu du Pratchett, ça ressemble beaucoup à ce genre d'invention un peu entre la magie et la technologie, du genre l'appareil photo avec un petit démon dedans. Ça peut tout à fait être envisageable dans le jeu. Donc voilà, donc les fées, il y en a plusieurs. Il y a des fées majeures. Donc il y en a des jolies, des beaucoup moins jolies. Tous les nymphes, tout ça, ça existe. Et voilà. Donc voilà pour le monde en gros. Donc comment jouer à Falkenstein?
C'est un jeu donc qui est en fait l'auteur essaye de nous pousser de de toute sa volonté à jouer de façon à ce que ça, enfin comme dans un roman victorien. C'est-à-dire soit de faire une intrigue très KPDP, soit quelque chose de très intrigue d'État. Donc c'est intéressant parce qu'en fait donc il y a des guerres entre humains, il y a la guerre entre la Prusse et enfin voilà, pardon. Il y a la guerre de Prusse. Et donc c'est très facile d'être un diplomate, de se promener, d'aller explorer, d'aller voir la cour, d'intriguer. Il y a aussi beaucoup de savants fous. Ben voilà, comme je vous ai cité l'exemple de Mr. Jekyll, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a aussi, c'est aussi le temps de par exemple Mary Shelley avec Frankenstein. Donc toutes ces idées-là, qui sont très 20e siècle, peuvent être mises en jeu. Donc c'est pas mal, c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez tout à fait faire quelqu'un, voilà, des Frankenstein qui se baladent, des machines à vapeur steampunk bizarres qui commencent à envahir une ville. Aussi avec la magie vous pouvez vous amuser. Par exemple j'ai déjà fait un scénario où il y avait un train, il passait dans un tunnel. Et en fait à chaque fois qu'il passait dans ce tunnel, tous les passagers étaient miniaturisés. Donc vous pouvez vraiment aller dans tous les sens. Il y a aussi des... Donc vous pouvez incarner des fées, hein, donc évidemment les fées sont magiques. Vous pouvez aussi incarner des sorciers humains. Donc il y a plusieurs. La magie est divisée en ordres. Chaque ordre a un peu sa spécialité. Donc c'est assez classique. Il y a des ordres qui sont plus pour les choses du cœur, des ordres qui sont plus pour le. Enfin voilà, il y a différents ordres. Il y en a un paquet, donc vous pouvez vraiment vous amuser, vous pouvez en créer si vous avez envie de faire de la magie en lien avec des feuilles d'arbres, vous pouvez. C'est assez libre. Il y a les dragons. Belle illustration. Donc les dragons sont mélangés en fait à la société car ils peuvent prendre forme humaine, eux. Et vous pouvez même être un dragon. Alors j'aime bien, il y a un chapitre très détaillé sur les dragons, leur accouplement, leur vie de famille. Vous pouvez incarner un dragon. Les dragons sont motivés par la collection. Ils veulent collectionner des choses. Donc c'est intéressant en jeu parce que si vous avez un personnage dragon, personne ne le sait. Mais lui, il va toujours pousser les autres à aller dans des missions pour trouver des objets qui vont l'intéresser dans sa collection. Donc ça peut être pas mal. Les différents personnages, l'interaction entre les différents personnages peut être intéressante parce qu'on peut mettre des personnages qui ont tous des motivations très cachées derrière. Par exemple, un savant fou qui en fait veut secrètement se venger de quelqu'un, donc il fait un peu. Et en même temps, ils peuvent être unis parce qu'ils sont tous au service de la même nation et du coup, ils sont obligés d'être. Ils ont quand même un esprit de loyauté qui est plus fort. Enfin voilà. Donc, je vais revenir un peu à la création de personnages. Donc ce qui est très original dans ce monde, c'est que on joue avec des cartes, pas avec des dés. Et en fait, chaque talent est lié à une couleur de carte. Par exemple, le talent... j'ai trouvé la page. Donc, par exemple, l'agilité est liée au trèfle, l'aisance sociale au cœur, l'attraction au cœur. Vous voyez un peu une espèce de logique. Bricolage carreau, charisme cœur, discrétion trèfle. Donc en fait, pour la création de perso, vous avez le droit à un talent. Les talents sont divisés en 6 niveaux. Ça va de faible à extraordinaire. Donc vous avez le droit à un talent dans lequel votre personnage est excellent, un talent dans lequel votre personnage est... 4 talents dans lequel votre personnage est bon, et un talent où vous êtes faible. Donc c'est assez équilibré, c'est pas mal ce système. Et ensuite, pour jouer, en fait, vous avez des cartes au départ et vous pouvez jouer les cartes. Donc forcément, si c'est la bonne couleur, ça vous fait plus de points, donc ça vous aide mieux à réussir votre action. Donc vous faites, en gros, c'est une bataille quoi. Et si c'est la mauvaise couleur, ça vous fait un point. Donc bon, à la limite, vous pouvez balancer. Des fois, c'est un peu un pari. Par exemple, vous allez vraiment réussir un test d'agilité. Vous avez un 10 de trèfle et plusieurs cartes de carreau. Bah, vous allez balancer vos 10 de trèfle et vos 3 carreaux alors que vous auriez pu avoir besoin du carreau pour une capacité en rapport avec le carreau. Et donc vous pouvez booster vos capacités. Donc c'est pas vraiment du hasard, même si finalement si, puisque à chaque fois vous tirez des cartes. Donc si vous tirez les bonnes cartes, ben, c'est mieux. Mais il y a aussi un petit peu de stratégie dans le jeu de cartes. Bon après ça prend vraiment pas de temps, c'est pas très... ça gêne pas trop le jeu. Enfin moi j'ai trouvé ça intéressant. Bon j'aime mieux les dés quand même, mais bon, je pense qu'au pire on peut facilement remplacer ça par
en système 2D assez classique. Ça va pas mal passer. Donc, le jeu encourage à faire donc que les personnages sont des héros. Et oui, on est à l'époque victorienne, il y a des héros. Et que il conseille de faire quand même des trucs assez stéréotypés, assez. C'est un peu l'idée de faire un nanar au XXe siècle, quoi. C'est vraiment ça. Donc il y a les héros, les méchants. Il faut que les méchants ce soient des méchants. Vous n'êtes pas obligés, hein, c'est ce que le livre conseille. Il conseille de faire des seconds rôles, des PNJ quoi, second rôle. Assez pareil, assez dans des cases quoi. Le bras droit, l'innocent, l'ami vaillant, la demoiselle en détresse, enfin, la femme mystérieuse. Donc ça peut être marrant, bon c'est des grosses lignes rouges de la littérature, mais c'est sympa des fois d'utiliser des petits raccourcis classiques comme ça. Et oui, pour les héros, donc il conseille de choisir entre trois types. Le héros héroïque, donc je crois à l'honneur, je vais sauver la veuve et l'orphelin. L'héros tragique, je veux sauver l'orphelin, mais au fond de moi, je souffre. Un peu Angel, si vous connaissez. Le héros perdu, donc le type qui est un peu un brigand, mais qu'au fond, quand même, s'il voit une petite vieille se faire violer devant lui, il va dire bon, peut-être que je vais l'aider. Euh, alors, pour la fiche de perso, c'est assez intéressant. Vous n'avez pas une fiche de perso, vous avez un journal. Donc, il conseille d'acheter à vos joueurs des petits journaux. Moi, je l'avais fait. J'avais acheté. Je crois qu'ils sont encore par là. Là, j'avais acheté des tout petits Moleskine. C'était sympa, ça avait pas bien marché. Les joueurs s'étaient bien amusés à vraiment écrire toute leur vie. Donc, ils veulent vraiment. Alors, le background, ils demandent vraiment un background détaillé, puisque c'est un jeu qui est très roleplay, quoi. C'est pas. C'est vraiment. Enfin, le but, c'est vraiment développer un personnage. C'est ça. Et de s'y tenir. Donc il vous demande vraiment de développer tout quoi. Enfin, vous n'êtes pas censé jouer comme ça vite fait, vous êtes censé vraiment penser à tout. Votre nom, d'où vous venez, à quoi vous ressemblez, votre enfance, qu'est-ce qui vous est arrivé, est-ce que vous avez des qualités, des défauts. C'est presque un entretien d'embauche. Bon après ça peut donner, par exemple, là il montre un exemple, c'est la page, le journal d'un journal, les mémoires du capitaine André de Corbusier. Et en fait, c'est quand même assez sympa parce que c'est vrai que donc après chaque partie, on est censé écrire comme un journal ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je relis les journaux de mes joueurs qui m'ont laissé, bah, c'est sympa, ça change d'un jeu de rôle. On a juste une fiche de perso qui certes évoque des souvenirs, mais pas tant que ça. Là, on a vraiment un truc sympa. Moi, j'aime bien. Donc voilà, donc il y a les talents, le background, et franchement, c'est pas grand chose d'autre. Vous pouvez choisir d'être une créature magique ou pas, ça c'est vrai que ça change beaucoup. Et il propose quelques archétypes qui sont très détaillés, donc avec les talents de base. Donc en fait, l'idée c'est quand même plutôt de choisir un archétype et après choisir ses niveaux de talent. C'est plutôt comme ça. Et bon, ils disent que c'est ouvert pour faire des personnages complètement qui ressemblent à rien, mais c'est quand même plus facile de partir comme ça. Et puis bon, vu que c'est un peu l'idée du jeu de faire des persos très qui correspondent à des cases, c'est pas plus mal. Donc voilà, et bien sinon il y a plusieurs petits scénarios à la fin qui sont très sympas. Euh, il y a donc il y a deux scénarios. Attendez, pardon. Il y a, il vous donne des conseils pour écrire les aventures, donc soit des plans diaboliques, il vous explique comment structurer un scénario. C'est sympa pour un. Moi je sais que j'ai quasiment. Enfin, c'était un de mes premiers jeux de rôle que j'ai masterisé. Et c'est sympa parce qu'il vous donne vraiment plein de petits conseils qui sont quand même bien utiles, qui m'ont pas mal servi après, même pour d'autres créations de jeux de rôle. On est assez encadré. Bon, après, pour un MJ expérimenté, ça peut être un peu embêtant et il peut avoir peut-être un peu l'impression voilà, de perdre son temps. Mais moi, j'ai trouvé ça assez bien d'être justement emmené pas à pas. En plus, c'est un jeu un peu original, donc du coup, c'est vrai que si on veut jouer comme ils l'ont voulu, bah, on est assez guidé. Bon après, faut vraiment aimer ce genre de. C'est ça qui est dur, faut vraiment trouver des joueurs qui sont là-dedans. Parce que s'ils sont pas dans cette idée-là, ça va pas du tout marcher quoi. Enfin après, vous pouvez faire des scénarios assez. Vous pouvez aller un peu dans toutes les directions, mais il faut quand même des gens qui aiment le XXe siècle, qui aiment le steampunk, qui aiment bien être un peu grandiloquents et qui, voilà, par exemple, ça peut être marrant de faire des petits duels, des trucs, des petites batailles d'honneur, enfin c'est. Voilà, faut aimer un peu cet univers-là. C'est pas, sinon ça va pas marcher. Donc voilà, pour conclure, ben, c'est un livre assez complet,
intéressant juste à lire, ça emporte quand même dans un univers qui est vraiment sympa. Il donne beaucoup de... Il y a beaucoup d'indications, si vous voulez, c'est assez complet, on a beaucoup de choses sur le monde, les prix, on peut vraiment se... Voilà, c'est vraiment, le monde est bien décrit et on a quand même beaucoup de pistes pour aller encore plus loin. Je pense que le point faible c'est quand même les règles, c'est quand même un peu bizarre cette histoire de cartes, je suis pas si fan. Et, euh, et ouais, sinon, ben, la création des persos est quand même sympa, toutes les possibilités, enfin il y a beaucoup de possibilités, ce qui est vraiment cool. En plus, on peut piocher dans ses connaissances historiques ou ses amours de littérature du 20e. Il y a un petit scénario à la fin qui est vraiment sympa, plein de synopsis d'aventures qui vraiment donnent une bonne idée. Enfin, les synopsis, il y en a vraiment, je sais pas, une petite dizaine. Du coup, ça donne vraiment, voilà, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire, des possibilités. Et, euh, et donc voilà, c'est un jeu que je conseille. Pas à mettre entre toutes les mains, c'est quand même vraiment spécial, mais voilà, si vous voulez faire quelque chose de différent, qui ressemble pas à notre jeu, et que vous êtes fan des romans victoriens, par exemple vous avez lu Frankenstein et vous dites ah cet univers un peu guindé, un peu avec plein d'honneur, de discussions très diplomatiques, cet univers-là. Si vous avez visité le château de Neuschwanstein et vous êtes fan de Ludwig de Bavière, ben jouez-y. Bon bien, merci de m'avoir écouté et puis bonne continuation avec les vidéos de ce cher vieux geek. Au revoir.